grand meeting de l'OCI du vendredi 22 avril 1977 au pavillon de Paris, porte de Pantin, avec Lacaze, Stéphane Juste, Pierre Lambert, membre du comité central de l'OCI. Bien. Les derniers camarades prennent place. Lentement. Merci. On entend? Bien, camarades, il est temps maintenant d'ouvrir ce meeting parisien convoqué par l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale. Je voudrais en quelques mots présenter cette manifestation politique. C'est le premier meeting convoqué par l'OCI depuis qu'elle a tenu à Paris son 21e congrès, dont je suis convaincu les travaux entreront comme une contribution importante, un moment important de la construction du Parti révolutionnaire dans ce pays. C'est au moment où nous sommes entrés dans la phase ultime de l'agonie de la Ve République que se sont tenus ces travaux du 21e congrès de l'Organisation communiste internationaliste. Ça marche? Et à l'issue de ces travaux, c'est le premier meeting central parisien que l'OCI convoque aujourd'hui. Ce pourrait être en détail, mais notre organisation s'est habituée depuis un certain nombre d'années à tenir ces meetings dans la salle de la Mutualité. Ce pourrait être en détail, mais politiquement, le choix effectué par le comité central de l'OCI de tenir aujourd'hui, en ce moment politique sur lequel les camarades Stéphane Juste et Pierre Lambert vont revenir tout à l'heure, après ce 21e congrès de l'organisation, a une signification précise. Comme nous avions, après mai-juin 68 et la grève générale de mai-juin 68, qui a ouvert la période d'agonie de la Ve République, nous avions décidé de sortir de la salle Lancry, des réunions politiques que nous y faisions, des meetings que nous y tenions. Nous avons décidé d'entrer à la Mutualité et de faire que, après la dissolution, en 1969, l'OCI tienne ses meetings à la Mutualité. Les premiers moments furent difficiles, et puis nous réussîmes, par un travail politique sérieux, à remplir régulièrement et à faire que par notre intervention dans la lutte de classe, nous puissions faire de ces meetings à la Mutualité les succès que nous avons connus ces dernières années. Aujourd'hui, camarades, en relation avec l'appréciation de la situation politique que nous faisons, avec l'appréciation que nous faisons des progrès politiques que notre organisation a fait ces dernières années, ces derniers mois. Dans cette situation, aujourd'hui, en décidant de sortir de la Mutualité, de faire des meetings dans des salles ô combien plus vastes que la Mutualité, nous décidons de lancer notre organisation dans la bataille politique pour, sur le terrain de la lutte des classes, par l'intervention quotidienne, s'implanter et construire le parti révolutionnaire dont le prolétariat a besoin pour la victoire de la révolution prolétarienne. Je ne pense pas que ce simple changement de salle soit une question formelle. C'est aujourd'hui un gage de notre volonté politique de réussir. Nous sommes sûrs que nous réussirons, et c'est par ces quelques mots que je voulais introduire le meeting de l'OCI aujourd'hui. Je passe la parole au camarade Stéphane Juste, membre du comité central de l'OCI. Camarades, la vigilance s'impose, ennemis de classe et partout, y compris dans les micros. Camarades, lorsque l'on considère la situation d'aujourd'hui, lorsque l'on considère les développements politiques qui viennent de se produire au cours de ces derniers mois, on a envie de reprendre la formule que Léon Trotsky utilisait en 1934 lorsqu'il disait « c'est au tour de la France ». Mais lorsque Trotsky disait « c'est au tour de la France », c'était à la suite d'une série de défaites tragiques de la classe ouvrière européenne, dont la dernière a vu la venue au pouvoir de Hitler et l'écrasement
de la classe ouvrière décisive en Europe, c'est-à-dire du prolétariat allemand. Lorsque Léon Trotsky disait « c'est au tour de la France », la lutte des classes en France allait en partant du 12 février 1934, où le prolétariat imposa aux dirigeants des partis ouvriers et des centrales syndicales le front unique. En passant par juin 1936, c'était un mouvement qui finalement allait aboutir à la défaite. Lorsque Léon Trotsky disait « c'est au tour de la France », c'était un moment où, en partant de la chute d'Alphonse XIII, en passant par le mouvement révolutionnaire des Asturies en 1934, la révolution espagnole allait surgir en réplique au coup d'État franquiste, mais c'était la dernière lueur révolutionnaire qui éclairait l'Europe et qui allait conclure tragiquement toute une période de la lutte des classes mondiales. Or, aujourd'hui, en effet, c'est à nouveau le tour de la France. Mais ce qui était hier un des derniers épisodes de toute une période de la Révolution est aujourd'hui le commencement de toute une période révolutionnaire. Oui, c'est au tour de la France, mais c'est au tour de la France, après la retentissante défaite de l'impérialisme américain au Vietnam, c'est au tour de la France, après que se soit ouverte la révolution prolétarienne au Portugal, après que le régime des colonels grecs se soit effondré, c'est au tour de la France, alors qu'en Italie, de toute évidence, submergeant les digues que la coalition Andreotti-Berlinguer dresse à la montée de la révolution prolétarienne, s'avance néanmoins la crise révolutionnaire. C'est au tour de la France, alors que ce qui reste du franquisme en Espagne est à la limite de l'effondrement, et qu'inévitablement, de l'effondrement des structures du franquisme, surgira à nouveau la révolution en Espagne. C'est au tour de la France, alors que le vieil impérialisme britannique subit une crise irrémédiable. C'est au tour de la France, alors que l'impérialisme allemand, ce capitalisme prospère, qui existe, qui, paraît-il, est capable de surmonter toutes les contradictions, ploie au contraire sous l'impossible tâche, l'impossible charge à supporter de soutenir à bout de bras le capital européen et où surtout les événements qui se sont produits depuis ces dernières années, depuis ces derniers mois, indiquent au prolétariat allemand qu'il y a une autre solution que le capitalisme et que le stalinisme, qu'il y a l'unité de l'Allemagne, l'unité du prolétariat allemand pour la révolution prolétarienne, pour le socialisme. C'est au tour de la France, alors qu'en Europe de l'Est, le feu de la révolution politique court sous la cendre bureaucratique de la Pologne à l'URSS. C'est le tour de la France au début d'une période de révolution en Europe, au commencement de la révolution prolétarienne européenne, à laquelle la révolution française donnera une puissante impulsion, donnera toute sa profondeur, toute son ampleur, toute sa grandeur historique. La France bascule, écrivait Information ouvrière, et nous devons dire, avec la France,
l'Europe va basculer dans la révolution prolétarienne. Voilà à quel moment c'est le tour de la France. Camarades, depuis des années et des années, très précisément depuis 1968-69, l'organisation communiste internationaliste a affirmé que la Ve République était entrée en agonie, que, étant donné la crise mondiale de l'impérialisme, à laquelle celle de la bureaucratie du Kremlin s'intègre, étant donné les rapports entre les classes, à l'échelle de l'Europe et dans le monde, qui sont favorables à la classe ouvrière, au prolétariat, étant donné la nature du régime bonapartiste en France, sa faillite, étant donné toutes ces conditions, la chute de la Ve République, inévitable, s'accompagnerait de l'ébranlement, sinon de la dislocation de l'État bourgeois, de l'éruption des masses, de l'ouverture d'une crise révolutionnaire. À tout moment, à chaque étape, nous avons indiqué où en était le développement de cette longue agonie. Et bien entendu, nous n'avons pas fait qu'indiquer le développement de cette longue agonie. Quelles en étaient les étapes? Nous avons, en fonction de ce développement, combattu politiquement. Nous sommes battus dans la lutte des classes. Lorsque l'UDR a été battu par Giscard d'Estaing et que celui-ci est devenu président de la Ve République, le CI a dit « Maintenant, nous allons de la crise de la bourgeoisie à la crise révolutionnaire ». Lorsque le gouvernement Giscard Chirac a éclaté, nous avons dit « Maintenant, c'est ouverte la phase finale de l'agonie de la Ve République ». Mais les dirigeants des grands partis ouvriers, le Parti socialiste, le Parti communiste français, affirmaient, eux, que ce régime était solide, que le gouvernement Giscard Chirac, puis ensuite le gouvernement Giscard Barre était fort. Bien plus, ceux du PCF sont allés jusqu'à déclarer tout au cours de ces derniers mois que entre Giscard et Chirac, les disputes qui existaient n'étaient somme toute qu'une mise en scène de la poudre aux yeux. Et bien entendu, et comme toujours, les sceptiques s'étonnaient que l'OCI ose prétendre qu'elle se préparait à la révolution et qu'elle préparait la révolution. Eh bien, je dirais, les sceptiques ont eu tort. L'OCI avait raison. La crise de la Ve République s'avance vers la phase finale où surgira nécessairement la crise révolutionnaire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à le déclarer. Ceux qui sont directement concernés, ceux qui sont au pouvoir ou qui l'étaient hier ou qui espèrent le redevenir, se lamèrent dans le camp opposé, certes, mais comme nous, situe où en est la situation d'aujourd'hui. C'est Chirac qui déclare: si la Ve République sombre, c'est le collectivisme, en d'autres termes, c'est la révolution. Giscard d'Estaing. Vous voulez pas remettre la lumière? Faites gaffe à ce que vous faites. Hein. Giscard d'Estaing commente: les Français c'est là-bas.
Je vais bientôt descendre réparer l'électricité, et puis je reviens. C'est pas vrai. Les tâches de la révolution socialiste sont complexes, camarades. C'est Giscard d'Estaing qui en convient lorsqu'il dit « Les Français ne croient pas au changement. Alors, disent-ils, il faut le bouleversement. » Toute la presse bourgeoise admet que ce régime est désormais condamné. Et, aux choses extraordinaires, on dirait que le monde a voulu faire écho à ce que titrait Information ouvrière, qui titrait la déliquescence, le monde écrit, c'est la débandade. Chose curieuse, et ça ne l'est pas trop lorsqu'on analyse, ce sont les dirigeants des partis ouvriers qui ne voient pas ce qui est visible à chacun, qui jurent de respecter la loi de la Ve République, qui jurent de respecter sa Constitution, ses institutions, et restent orientés sur les perspectives 78, lorsque ce n'est pas sur la perspective 80. Camarades, oui, les élections municipales ont sonné le glas de la Ve République. La comparaison avec celle de 1935 pourrait être facilement faite, car on sait comment ces élections municipales de 1935 ont été un moment de la mobilisation ouvrière, et en tout cas un moment indicateur de la courbe qui allait aboutir à juin 1936. Mais qui ne comprend, sans même faire cette comparaison, que 54% des voix se portant sur les listes dites de l'Union de la gauche, c'est-à-dire votant contre le gouvernement, contre la Ve République, mais qui ne comprend que le fait que principalement le Parti socialiste et le Parti communiste français soient à la tête de municipalités dans les 2/3 des villes de plus de 30 000 habitants, qui ne comprend qu'il y a là un bouleversement profond, radical, des rapports de force entre les classes qui s'expriment, qui ne comprend que c'est là les signes avant-coureurs, annonciateurs, indubitables, que de profonds bouleversements, dans peu de temps, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, dans des délais très courts en tout cas, vont inéluctablement se produire. Et camarades, c'est un défi inconcevable, ou à moins que cela soit très concevable d'un autre point de vue, que Giscard, que son gouvernement, que l'Assemblée nationale, élue en 1973, reste en place. C'est un défi à la démocratie parlementaire, que tous disent vouloir respecter, de tolérer une pareille chose. Quant à nos organisations communistes internationalistes, nous avons caractérisé ainsi les résultats des élections municipales. Nous avons dit il faut voir cela d'une manière développée et non pas en une seule formule. Nous avons dit il s'agit de la défaite de la Ve République, de ses partis, du gouvernement Giscard. Nous avons dit pourtant ce n'est pas une victoire de l'Union de la gauche, précisément dans la mesure où celle-ci respecte la Ve République, voulait défendre cette Ve République, sa Constitution, ses institutions, et finalement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, son gouvernement. Nous avons, nous aussi, dit,
Il faut un vainqueur. En d'autres termes, c'est la certitude que la classe ouvrière peut vaincre, mais c'est aussi la constatation qu'elle n'a pas encore vaincu. Car pour vaincre, que faut-il? Il faut rompre avec la politique qui respecte la Ve République, avec la politique qui subordonne la classe ouvrière aux partis organisations bourgeoises. Pour vaincre, que faut-il? Il faut briser, rompre, que les partis ouvriers rompent avec la troisième et la quatrième composante de l'union dite de la gauche. Bonnet blanc, blanc bonnet, que Giscard et Chirac, soit. Mais n'est-ce donc pas bonnet blanc et blanc bonnet que Giscard, que Chirac, que Charbonnel, que Sanguinetti, le frère du frère, que les Philippi et autres banquiers de profession du parti radical dit de gauche? Et on s'interroge, mais où sont donc là-dedans les bonnets rouges? Les bonnets rouges, ils ne peuvent être que sur la tête des partis ouvriers, et nous sommes pour les bonnets rouges contre les bonnets tricolores. Et nous disons très clairement, très nettement, en pesant ce que nous disons, c'est seulement dans la mesure où la rupture s'opérera entre les partis ouvriers unis dans le front unique ouvrier et les partis de la bourgeoisie qu'il y aura un vainqueur. Ce vainqueur sera alors le prolétariat, les masses laborieuses, la jeunesse. Et camarades, tout en mesurant bien ce qu'il s'est passé, il faut le dire, en pointillé, mais tout de même, la voie de la rupture avec la bourgeoisie des partis ouvriers a été tracée au cours de ces élections municipales. C'est ce qui s'est passé à Brive, où à l'initiative des militants ouvriers du PS et du PCF, et de l'ESI, car nous en étions, la rupture s'est produite avec le gaulliste Charbonnel, et où s'est présentée face à lui une liste du PS et du PC. Charbonnel est retourné à ses amours, au moins pour autant. Bientôt, gaullistes de droite, gaullistes de gauche ont tous bloqué pour élire le gaulliste, la réactionnaire Charbonnel contre l'Union des partis ouvriers. À Toulon, nous avons eu quelque chose du même ordre. L'amiral Sanguinetti a coulé pavillon bas dans la rade de Toulon sous l'action des travailleurs de l'Arsenal, du PS et du PC qui se sont unis pour imposer une liste ouvrière face à la liste de l'amiral et des autres. C'est une extrême importance, car ces élections étaient comprises comme devant empêcher totalement toute expression politique de classe pour le prolétariat, et bien que ce soit limité, nous devons dire, nous pouvons dire, il n'en a pas été totalement ainsi. Mais camarades, ce n'est pas tout. Qui plus est, certains secteurs ont engagé le combat avant les élections municipales, alors que de toute évidence, la politique de l'Union de la gauche signifiait que partant de ces revendications, la classe ouvrière ne devait pas, bien sûr, se dresser sur son plan de classe et combattre
pour poser par rapport au gouvernement et au patronat ses exigences, car dans la période présente, de toute évidence, ce ne sont pas seulement des revendications, les revendications contiennent la politique, les revendications mettent en cause le gouvernement, les revendications posent les problèmes politiques du pouvoir lorsqu'elles sont développées. Et c'est ainsi que, là aussi sur des secteurs limités, mais avec une signification extraordinaire, nous avons eu le combat à l'initiative, ou plutôt en raison des initiatives, de l'ECI des maîtres auxiliaires. C'est ainsi que nous avons la lutte des assistances sociales. C'est ainsi que les laborantins des hôpitaux de l'assistance publique de Paris ont engagé un combat pendant les élections municipales, rompant la paix sociale que d'aucuns voulaient. Oui, camarades, nous mesurons très exactement que cela ne bouleverse pas la situation d'une manière immédiate, si l'on veut, mais nous mesurons non moins rigoureusement, non moins exactement, que par là et ainsi, ceux qui sont combattus, qui sont entrés dans cette lutte, qui ont donné la possibilité qu'elle soit, ont ouvert une voie, car c'est par leur propre mouvement, c'est en fonction de leur propre force, que ceux-là ont engagé la bataille sur la ligne du front unique ouvrier. C'est une très grande signification, parce que, répétons-le, c'était pour les revendications contre ce gouvernement et ce patronat, mais c'était une non moins grande signification, parce que ceux qui ont engagé ces batailles ont prouvé que du mouvement de la classe ouvrière, de sa volonté, de son action, qu'il faut naturellement à chaque moment dégager, peut surgir et surgiront les moyens d'imposer le combat et le front unique et le combat aux dirigeants qui n'en veulent pas. Et cela s'est produit pendant les élections municipales. Nous pouvons le dire, l'ECI, pour sa part, énormément a contribué à cette bataille. Une autre victoire a été remportée au cours de ces semaines qui ont précédé les élections municipales, celle qui a abouti au rejet du plan bas, tout au moins de son aspect essentiel, car le plan bas s'est essentiellement dirigé contre le prolétariat, contre la classe ouvrière, la partie qui concerne la politique salariale du gouvernement, et que les contrats salariaux que le gouvernement Giscard proposait pour 1977, que ces contrats-là salariaux consacraient. Là aussi, sous une autre forme, avec d'autres méthodes sans doute, mais l'action des militants qui se situent sur le terrain du front unique ouvrier a été déterminante pour le rejet par toutes les fédérations de toutes les centrales syndicales de ces contrats salariaux. Or, les contrats salariaux ont été un des instruments principaux, un des barrages les plus efficaces pour contenir la classe ouvrière au cours de toutes ces dernières années. Désormais, dès lors que ces contrats salariaux ont été jugés par toutes les centrales inacceptables, comment ne pourrait-elle pas se poser la question du front unique, de la bataille pour arracher les revendications salariales? Comment le problème du front unique ne serait-il pas posé entre les syndicats, les fédérations, les confédérations, par les travailleurs pour arracher leurs revendications salariales? Pourquoi, dans chaque entreprise, dans chaque usine, ne se tiendrait-il pas des assemblées générales auxquelles, naturellement, car c'est leur place et leur devoir, participeraient les dirigeants syndicaux, devant lesquels ces dirigeants expliqueraient ce qu'ils préconisent, et au cours desquels l'ensemble des travailleurs
décideraient en commun des revendications et des moyens d'action pour les HRHC. Je dis d'ailleurs que, bien entendu, cela concerne les questions salariales, mais que les problèmes se posent de la même manière pour toutes les autres revendications, petites et grandes, qui se trouvent posées et que la classe ouvrière veut arracher. Camarades, lorsque l'on considère les rapports politiques qui existent aujourd'hui, l'agonie de la Ve République, comment la classe ouvrière ne se rendrait-elle pas parfaitement compte de cette défaite et de cette agonie de la Ve République, de ses partis et de son gouvernement? La classe ouvrière, les masses exploitées, la jeunesse perçoivent parfaitement que le gouvernement Giscard-Barre, numéro 2, est un gouvernement qui tient sur une pointe d'épingle. Pour former un gouvernement, se maintenir en équilibre, Giscard a dû se débarrasser d'une représentation véritable du RPR et, par suite, de ceux qui entourent les républicains indépendants, le président de la République, et il a dû même se débarrasser de son ami très cher, le gros Pognard. Ainsi a-t-il aussi été obligé de se débarrasser des centristes, de leurs dirigeants dits dents blanches, le camarade Le Canuet. Camarades, comment la classe ouvrière ne se rendrait-elle pas compte que précisément ces gens-là occupant l'ensemble des postes, des rouages de l'appareil d'État, cet appareil d'État n'obéit plus à un gouvernement qui couvre simplement l'appareil d'État. Elle voit bien, cette classe ouvrière, que la mairie de Paris est fidélisée. Elle voit bien que les capitalistes eux-mêmes, bien que ce gouvernement reste leur gouvernement, n'ont absolument plus confiance en lui. Elle voit bien que la bourse baisse, que s'organise d'ores et déjà la fuite des capitaux. Alors, comme nous, comme tous, surgit une question: faut-il attendre? Faut-il attendre pour exiger la satisfaction des revendications? Faut-il attendre que ce gouvernement lance ce pays sur la voie de la catastrophe économique et financière? Plus d'1,5 million de chômeurs. Et voilà d'ailleurs que l'on voudrait, sous le fallacieux prétexte d'une retraite à 60 ans, envoyer au chômage, qui serait acquitté aux frais des caisses de retraite, des milliers et des dizaines de milliers de salariés. Faut-il attendre que s'applique la réforme de la sécurité sociale, la réforme des hôpitaux, la réforme à vie? Faut-il attendre que les capitalistes s'organisent en prévision de la mort de la Ve République et de l'ouverture d'une crise révolutionnaire? Faut-il donner au gouvernement, aux capitalistes, un an de sursis, un an qu'ils vont utiliser pour essayer de préparer les conditions de la réplique à la révolution qui monte? Faut-il attendre? Non! La classe ouvrière, la jeunesse ne veulent pas attendre. Elles veulent agir, combattre, arracher leurs revendications. Témoins les dockers, témoins les sidérurgistes de Lorraine, témoins les travailleurs de la SNIA. Partout, c'est la recherche des voies et des moyens pour pouvoir forcer les barrages qui permettront de combattre pour les revendications et d'affronter victorieusement ce gouvernement. La classe ouvrière, les exploités et la jeunesse veulent en finir avec la Ve République, veulent en finir avec cette Assemblée nationale, veulent en finir avec ce gouvernement. Faut-il attendre pour les renverser? Faut-il attendre pour porter au pouvoir un gouvernement des partis ouvriers, sans ministre représentant les organisations et partis bourgeois? Évidemment, il ne faut pas attendre. Mais
il est très intéressant et très important surtout de constater que ceux qui sortent victorieux des élections municipales semblent aussi terrorisés de leur victoire que les battus leur sont de leur défaite. Je ne sais pas si au soir des élections municipales, il y avait de la joie dans les chaumières, mais ce que je sais, ce que vous savez comme moi, si vous avez regardé la télévision, c'est qu'il n'y avait pas la joie des leaders de l'Union de la gauche. Et aujourd'hui, ils ne font pas seulement qu'attendre. À nouveau, ils dressent obstacle sur la voie de la classe ouvrière. Ils veulent élargir encore et toujours, sans limite, l'union de la gauche à droite. À l'union du peuple de France, à l'union de la gauche, ils veulent faire succéder l'union du peuple de France. Pour cela, à l'union de la gauche, ils ajouteront la 4e, la 5e, la 6e composante, tout autant de composantes qu'il leur faudra pour aboutir éventuellement à l'union nationale, en incluant n'importe quel réactionnaire. Encore où? Encore. Il faut signaler des faits d'une extrême importance, des faits significatifs, d'une haute portée politique. Il y a quelques mois, François Mitterrand venait s'expliquer devant une assemblée des patrons. Hier, 21 avril, c'était le tour de Georges Marchais. Et là aussi, une question se pose. Pourquoi les dirigeants du Parti socialiste? Pourquoi les dirigeants du Parti communiste français, ces deux grands partis ouvriers, éprouvent-ils le besoin de venir se justifier devant le patronat? Quel compte ont-ils à rendre aux patrons? N'est-ce pas aux travailleurs, aux jeunes, aux exploités seulement qu'ils doivent rendre des comptes? Et qu'ont-ils dit aux patrons? Ah, certes, il y a eu des effets de manchette, des claquements de voix, si je peux dire. Mais l'essence de ce qu'ils ont raconté aux patrons se tient en quelques phrases. Il y a quelques mois, Mitterrand disait devant son assemblée de patrons: je veux corriger la présentation que vous faites des perspectives industrielles que les socialistes offrent à la France. Je vous rappellerai que nous ne considérons pas le profit comme mauvais en soi. Au contraire, il est gage de création de richesse et condition du progrès humain. Tous ceux qui sont victimes de la barbarie impérialiste apprécieront les lois du profit de manière différente que François Mitterrand. Les sidérurgistes, le 1 500 000 chômeurs, apprécient d'une manière différente les lois du profit que François Mitterrand. Et enfin, est-ce la marche au socialisme, cela? N'est-ce pas là, au contraire, conforter le régime capitaliste? N'est-ce pas là dire en termes clairs aux patrons: nous sommes là, nous ferons barrière, nous empêcherons que vous soyez expropriés, nous défendrons la société bourgeoise. Ce n'est pas cela le socialisme. Et ce n'est pas cela pour quoi ont voté des millions et des millions de travailleurs de ce pays lorsqu'ils votent socialiste. Mais Marchais
Marchais, moins élégant sans doute. Marchais n'est pas en reste. Que disait-il hier en substance? Il disait « Voter pour le programme commun ne signifie absolument pas que les gens ont déjà le doigt dans l'engrenage qui, inexorablement, ils se sont engagés vers le socialisme. » Il ajoutait « L'ensemble des nationalisations que nous proposons représente 1% des entreprises françaises, 1 600 000 personnes, 15% de la population active, nous sommes loin du collectivisme. » Voilà qui est clair, voilà qui est net. Mais peut-on, sans en finir avec le régime capitaliste, sans exproprier les trusts, les monopoles et toutes les sociétés capitalistes, n'ayant un minimum de dimension, peut-on défendre une politique ouvrière? Les trusts ne sont que l'expression la plus achevée, inéluctable du développement du mode de production capitaliste. C'est dans son ensemble qu'il faut l'abattre, et ce qui est proposé, c'est une menuaire d'accommodement avec ce régime, au profit de ce régime, les expériences de 1936 et de 1945 parlent haut et clair à la classe ouvrière française. Elle sait, cette classe ouvrière, que si elle travaille à la SNCF, elle est exploitée, que si elle travaille à la RATP, elle est exploitée, que si elle travaille chez Renault, elle est exploitée. Ce n'est pas ça qu'elle veut, elle veut l'expropriation du capital. Je dirais, moins grossièrement, car après tout, utiliser le terme subtil, en l'occurrence, serait grossier de ma part. Moins grossièrement, plus directement encore, néanmoins, Mitterrand et Marchais répondent aux invites de Giscard d'Estaing. Oh, la façon de s'y prendre est très simple et très classique. Le PS et le PCF, en tout cas leurs dirigeants pour être plus exact, se déclarent l'un et l'autre partisans de l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Chacun motive ça à sa façon, mais ça n'est que de guerre importante. En vérité, on pourrait passer, car le Parlement européen, autant on emportera le vent. La crise qui s'amène, qui se développe, fait déjà vaciller cette Europe, et il ne fait pas de doute que cette Europe des 6, des 8 ou des 9, je ne sais plus combien ils sont, va s'effondrer dans le développement de la situation actuelle. Mais la signification politique d'un tel acte est considérable. S'il signifie sur tous les points où ce sera possible, nous autres dirigeants du PS, nous autres dirigeants du PCF, et cela au lendemain des élections municipales, nous soutiendrons ouvertement la politique de Giscard. Voilà la signification. La signification, c'est de dire à la classe ouvrière, il faut que ce gouvernement reste en place, et c'est ainsi qu'il répond à la main tendue de Giscard pour prolonger la Ve République. Et les voilà, camarades, les obstacles. Les voilà, ce qui empêche d'obtenir satisfaction aux revendications. Voilà ce qui empêche d'en finir avec ce gouvernement. Voilà ce qui empêche d'imposer un gouvernement des seuls partis ouvriers sans représentants des partis et organisations bourgeoises. Tout cela est bel et bon. Tout cela est loin d'être négligeable. Il nous faut engager la bataille contre tout cela. Mais une certitude existe. Rien ne peut empêcher l'effondrement de la Ve République. Ni rien ne peut empêcher, conjointement
l'ouverture de la crise révolutionnaire dans ce pays. Cependant, camarades, il nous faut revenir en arrière. L'ouverture de la crise révolutionnaire, la révolution, ça n'est pas la victoire encore. C'est très exactement cette politique qui, de juin 1936 en France, a conduit à la défaite du 30 novembre 1938. C'est très exactement cette politique qui, de l'échec du coup d'État franquiste au mois de juillet 1936, a conduit à l'entrée de la racaille fasciste à Madrid le 28 janvier 1939, à l'écrasement du prolétariat espagnol, à 40 ans de sanglante dictature fasciste. C'est cette politique qui a transformé l'immense espoir qui soulevait les masses chiliennes en 1968 en l'horrible carnage du mois de septembre 1973. Non, camarades, nous n'acceptons pas cette politique. Nous la combattons, nous la combattrons. Nous combattrons pour la révolution prolétarienne. Nous combattrons pour la victoire du prolétariat, pour qu'il prenne le pouvoir. Et sans aucune ambiguïté, nous disons en toute clarté quels sont nos objectifs. Nous voulons aboutir à ce que prenne le pouvoir dans ce pays, et d'ailleurs pas seulement dans ce pays, un gouvernement ouvrier paysan, c'est-à-dire un gouvernement qui s'appuya sur les masses organisées dans leur comité, c'est-à-dire un gouvernement qui fera de cette organisation des masses le pouvoir qui détruira l'État bourgeois, c'est-à-dire un gouvernement qui ne sera rien d'autre que le gouvernement des soviets qui reproduira en France octobre 1917 en Russie. Nous voulons aboutir à l'expropriation du capital, au socialisme. Oui, notre objectif, n'en déplaise à Chirac, c'est le collectivisme. Nous ne sommes pas comme Mitterrand, nous ne sommes pas comme Marchais, qui détourne les yeux, sa bouche, les oreilles, dit non au collectivisme, parce que nous sommes des communistes. Nous savons aussi, comment ne le saurions-nous pas, une terrible expérience, celle des prolétariats dans le monde, celle aussi du mouvement trotskiste de la 4e internationale, les sanglantes répressions que notre mouvement a connues, nous l'enseignent et nous ne pouvons pas l'oublier, c'est en quelque sorte inscrit dans notre chair. Il y a des obstacles, et quels obstacles! Il y a des forces, non seulement les forces du capital, bien sûr, mais celles de la bureaucratie du Kremlin, celles de son appareil international, tout ce qui est intéressé au maintien de la vieille pourriture bourgeoise, qui s'adresse contre la classe ouvrière et par conséquent contre nous, contre la bataille que nous menons. Mais, camarades, nous répondons, la force la plus immense, la force décisive, c'est celle du prolétariat. Et c'est là-dessus que nous nous appuyons. Et nous ajoutons, nous ne sommes plus en 1936. Ce n'est plus le crépuscule des révolutions, mais c'est l'aurore d'une nouvelle période révolutionnaire de la révolution européenne.
contre le capital, contre les bureaucraties réactionnaires, celle du Kremlin, celle de l'Est et de l'Europe, contre elle. Aujourd'hui, la situation est à cet égard profondément différente, en ce sens qu'en 1936, d'ailleurs, parce que c'était la fin d'une période révolutionnaire, le dernier sursaut, encore qu'il aurait pu être victorieux, l'ensemble de la réaction se confortait mutuellement. Une des formes la plus terrible, ou une des formes les plus terribles de cette réaction était le renforcement de la bureaucratie du Kremlin, de son appareil contre-révolutionnaire. Une des plus terribles illusions qui tenaillait les masses était, mais comment pouvait-il faire autrement, d'identifier cette bureaucratie contre-révolutionnaire, ces appareils contre-révolutionnaires à la révolution d'octobre. Nous étions au moment où par centaines de milliers, les bolcheviks étaient assassinés en heure. Nous étions au moment où la bureaucratie du Kremlin affirmait sa botte sanglante sur la révolution d'octobre. Nous étions à ce moment de renforcement de l'appareil stalinien. Et encore en 1945. Aujourd'hui, les illusions des masses existent. Ne nous y trompons pas. Elles n'accepteraient pas sans quoi l'union de la gauche. Mais néanmoins, nous sommes dans un moment où précisément comme composante de la nouvelle période révolutionnaire, la révolution sociale fait sa jonction, va se joindre, se développe, concourt ensemble avec la révolution politique. Nous sommes à un moment où la crise de l'impérialisme et la crise de la bureaucratie de Kremlin forment un tout indissoluble et où les masses sont par conséquent dans une position qui n'est pas identique à celle de 1936, et ce sont là des certitudes pour la victoire finale. Camarades, nous avons des tâches immenses à réaliser. Nous avons un parti révolutionnaire à construire dans ce pays. Nous avons à construire une internationale, c'est-à-dire à reconstruire la 4e internationale. En 1936, il y avait Trotsky, certes, et nous savons ce que signifiait Trotsky, non pas seulement d'un simple point de vue sentimental, mais comme force politique. Staline le savait aussi, qu'il l'a fait assassiner. Néanmoins, du point de vue des forces qui se situaient sur le terrain de la Révolution, c'était aussi le moment de l'écrasement des révolutionnaires de la défaite. Ils étaient peu, ils manquaient de maturité, ils étaient, comme on l'a dit dans une célèbre formule, des exilés dans leur propre classe. Aujourd'hui, camarades, il y a l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, pour la construction de la 4e internationale. Et je dis, depuis que l'internationale communiste a trahi, qu'elle a été détruite, jamais une telle force politique n'a existé avant que ne s'ouvre même la crise révolutionnaire, avant que s'ouvre toute une période nouvelle de la révolution mondiale. Eh, camarades, que dire sinon cela? Rejoignez le CI, rejoignez-nous, ensemble construisons le parti révolutionnaire, l'international, garant de la victoire finale. Camarades.
Camarades, Monsieur Bridet, comme vous le savez, a perdu son fils. Notre camarade Bernard Bridet, mort avec 2 de ses camarades dans un exercice militaire décidé par un officier qui n'a respecté aucune des règles de sécurité. C'est ce que M. Bridet a établi dans une lettre au président de la République. M. Bridet a porté plainte. Il a engagé une campagne publique pour que justice soit prononcée. Des dizaines de milliers de travailleurs de jeunes ont appuyé la demande de constitution d'une commission d'enquête civile pour établir les circonstances où 3 jeunes gens ont péri. Toutes les organisations ouvrières, syndicales et politiques, démocratiques, appuient l'exigence de justice. Monsieur Bridet a expliqué, c'est la hiérarchie militaire qui est responsable de la mort de mon fils. Il est impossible, dans ces conditions, que l'affaire puisse être portée devant le tribunal permanent des forces armées. Juge et officier faisant partie de la hiérarchie militaire, celle-ci ne peut être juge et partie. La hiérarchie militaire a passé outre. Le président de la République vient d'informer par lettre les dirigeants de centrales ouvrières que le tribunal permanent des forces armées de Lyon a prononcé un jugement de non-lieu et qu'il convenait de considérer l'affaire classée. J'ajoute que M. Bridet, qui a porté plainte, n'a même pas été entendu par le tribunal permanent des forces armées qui a jugé à huis clos. Camarades, dès lors, ne doit-on pas conclure que, ce faisant, le tribunal permanent des forces armées a confirmé son caractère de juridiction d'exception? Dès lors, n'est-il pas nécessaire d'appuyer l'action de l'AJS-AER qui combat pour la dissolution de toutes les juridictions d'exception et en premier lieu la dissolution du tribunal permanent des forces armées? Est-il tolérable que de jeunes soldats puissent être déférés devant une juridiction qui viole les droits imprescriptibles de la justice et de la démocratie? Quiconque affirmait Saint-Just devant la Convention a violé les droits de l'homme par rapport à un criminel ou un accusé doit être puni. Et ainsi, au nom d'une juridiction contraire à la justice et à la démocratie, la Ve République gaulliste se permettrait de violer les droits des jeunes envoyés à la mort par une hiérarchie militaire au-dessus des lois, au nom des pouvoirs réactionnaires dévolus par la Constitution de la Ve République. Le président de la République aurait la faculté d'absoudre les coupables d'un crime. Peut-être ira-t-il plus loin encore et poursuivra-t-il en justice M. Bridet, qui, dans une nouvelle lettre au président de la République, vient de lui signifier en substance: votre tribunal des forces armées vient d'absoudre l'officier qui a pris la responsabilité, au mépris de toutes les règles de sécurité,
de décider une randonnée en montagne où 3 jeunes gens ont péri d'une mort atroce. J'accuse publiquement cet officier. Monsieur Bridet va-t-il être déféré devant le tribunal permanent des forces armées? Camarades, travailleurs, militants et jeunes, cela ne sera pas, il ne sera pas dit que Bernard Bridet et ses 2 camarades sont morts en vain. Des centaines de milliers de jeunes partent au service militaire. Il faut les sauver de l'arbitraire. Il faut sauver de l'arbitraire les jeunes générations vouées au chômage, à la sélection par un régime social, le régime capitaliste d'exploitation de l'homme par l'homme, qui trouve aujourd'hui son expression dans un système politique, le système politique de la Ve République, avec sa constitution réactionnaire. Il y a 1,5 million de chômeurs, et parmi eux des centaines de milliers de jeunes. La démagogie gouvernementale déversée à flot par la radio, la télévision, les journaux, enquêtes et articles, discours et rediscours, tout le monde se penche sur la jeunesse. Le paternalisme coule également à flot. On parle de mesures, on oppose mesure à mesure, plan à plan, mais tout le monde s'accorde pour siéger et participer au conseil de gestion de l'université. Et que sont ces conseils de gestion de l'université? Qu'est-ce que le CNESER, où collaborent avec les représentants du gouvernement, les dirigeants des fédérations syndicales enseignantes, les représentants de l'UNEF Renouveau, du MAS et d'autres organisations? Seule l'UNEF, l'unité syndicale, a refusé de participer. Ont-ils raison ceux qui y participent? A-t-elle tort l'UNEF, l'unité syndicale, en refusant la participation? Mais que représentent-ils les dirigeants de l'UNEF-UEC, du MAS-CFDT, dans les conseils de gestion au sein du CNESER? Les étudiants, 80% des étudiants au minimum inscrits en faculté ont refusé de participer aux élections. 80% des étudiants ont boycotté les élections participation parce qu'ils refusent les conséquences de la réforme. Les étudiants en médecine refusent la réforme Fougère mise au point dans le secret des délibérations du CNESER entre le ministre, les dirigeants de l'UNEF-UEC, du MAS-CFDT, qui représentent à peine 20% des étudiants. Ils refusent, les étudiants, de se voir expulsés de leurs études. Ils refusent de plier leurs aspirations et leurs besoins à la profession qu'ils ont librement choisie, aux impératifs d'une bourgeoisie qui a décidé qu'il y avait trop de médecins, qui a décidé que les hôpitaux publics coûtaient trop cher, alors que Madame Veil vient de relever substantiellement les tarifs de l'hospitalisation privée. Ils refusent, avec eux, tous les étudiants, l'hypocrisie et la malhonnêteté. Hypocrisie et malhonnêteté, telle cette directive du Conseil de gestion de l'université Villetaneuse, qui aboutit à ce qu'un tiers seulement des étudiants en psychologie ont obtenu la moyenne à un examen partiel. 2 tiers des 800 000 étudiants devraient être chassés de l'université. Voilà ce qu'ont décidé le gouvernement et les conseils de gestion. Voilà ce qu'appliquent les conseils de gestion. 2 tiers des 800 000 étudiants doivent être chassés des universités parce que le régime capitaliste dans l'impasse, réaction sur toute la ligne, était devenu à présent un régime pour qui les connaissances, la culture, la civilisation sont incompatibles avec le maintien du système de la propriété privée des moyens de production. Alors, nous, militants de l'ECI, nous disons, avec la JS, les étudiants ont raison de boycotter la participation.
Les étudiants refusent la sélection et le numerus clausus. Les étudiants veulent des examens loyaux, honnêtes, sans sélection ni numerus clausus. Alors, nous militants de l'ECI, nous disons, vous, dirigeants des syndicats d'enseignants, vous, dirigeants de l'UNEF Renouveau et du MAS CFDT, cessez de participer au conseil de gestion qui mettent en place les dispositions gouvernementales de sélection université. Cessez d'être les courroies de transmission dans les facultés des décisions gouvernementales contre les étudiants et leur avenir. Et nous disons aux étudiants de psychologie à Nanterre, refusez d'être expulsés. Vous exigez des examens loyaux, honnêtes, sans sélection ni numerus clausus. Vous avez raison. Organisez-vous. Allez en délégation. Rappelez à ceux qui se font les instruments de la sélection la magnifique apostrophe de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Hypocrisie, mensonge ont des racines sociales, des racines de classe. Camarades, voilà une statistique du ministère de l'Éducation nationale qui n'a été publiée que dans un seul journal, le journal de la hiérarchie catholique, La Croix. Cette statistique nette et précise dit « Dans l'enseignement privé du premier degré en France, pour l'année 1975-76, 35 950 enseignants pour 1 045 000 enfants, soit 1 maître pour 26 élèves. 48,8% des maîtres ont une formation dans l'enseignement privé du premier degré inférieure à celle du baccalauréat. Vous entendez? 1 maître pour 26 élèves dans l'enseignement du premier degré dans le privé, payé sur les milliards déversés chaque année à l'enseignement privé conventionnel. Et pour l'enseignement public, les classes surchargées de 35 ou 40 élèves par classe sont une norme commune. Le ministre a décidé que la norme officielle dans l'enseignement public privé du premier degré, c'est de 35 élèves par classe. Et on nous dit que la revendication de 25 élèves par classe, celle qui est à peu près la norme dans l'enseignement privé conventionnel, serait une revendication démagogique pour l'enseignement public. Il y a plus dans cette statistique. Je relis. 48,8% des maîtres de l'enseignement privé confessionnel ont une formation inférieure à celle du baccalauréat. Et le ministre conteste aux normaliens, aux élèves maîtres de l'enseignement public, la revendication un poste fixe pour tous. Aux normaliens, aux élèves maîtres, à qui il est exigé, et cela est bien normal, le baccalauréat plus 2 années de formation, on refuserait même un poste fixe pour des classes de 35 élèves. Hypocrisie, mensonge d'une classe représentée par un gouvernement failli qui, parce qu'il dispose d'une fausse majorité dans une Assemblée nationale, a décidé de démanteler l'enseignement public afin de livrer les enfants aux maîtres incultes de l'enseignement privé confessionnel. Certes, on parle beaucoup ces derniers temps du respect des libertés, et en particulier du respect de la liberté des croyances, comme si les traditions du Mondrier contesteraient à quiconque et à tous ou à chacun le droit d'être athée ou de croire ou ne pas croire dans une quelconque religion. Non, camarades, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit encore une fois d'hypocrisie, de mensonge,
Il s'agit, et on constate dans ces statistiques officielles, non publiées par aucun journal syndical enseignant, non publiées par aucun journal politique de la classe ouvrière. Il s'agit de ces statistiques officielles du privilège exorbitant, contraire à la démocratie, pour les églises d'être subventionnées par milliards et milliards, alors que le gouvernement rogne les crédits à l'enseignement public. Il s'agit, au nom des grands mots sur la liberté, la responsabilité de l'enfant, les réformes pédagogiques réactionnaires, la prétendue autogestion pédagogique, de fournir aux enfants un enseignement déqualifié, donné par des maîtres déqualifiés. Il s'agit du saccage de la jeunesse. Alors, n'est-il pas nécessaire pour les organisations qui se réclament du mouvement ouvrier de réaliser l'unité pour mobiliser les travailleurs de l'enseignement, les parents d'élèves, tous les travailleurs, pour l'abrogation des lois anti-laïques, pour la suppression immédiate de tout crédit à l'enseignement privé conventionnel, pour la nationalisation de l'enseignement? N'est-il pas indispensable d'œuvrer dans les écoles publiques à la réalisation de l'unité pour la revendication 25 élèves par classe, un poste fixe pour tous les normaliens, et ce, pour l'immédiat? Ne serait-il pas correct que les dirigeants des grandes organisations ouvrières et politiques et syndicales, et en particulier les dirigeants du PCF et du PS, qui sont majoritaires dans le pays, réalisent l'unité pour dénier à cette fausse majorité contrôlant l'Assemblée nationale le droit de démanteler l'enseignement public? N'est-il pas indispensable de combattre à partir des établissements du second degré du technique pour que se réalise l'unité des mains des syndicats à tous les niveaux, jusqu'au niveau national, sur la revendication, garantie de réemploi pour tous, tout de suite, immédiatement? Comment est-il pensable, camarades, que des dirigeants des organisations ouvrières, atermois, organisent des grèves tournantes, des actions disloquées durant tout le mois de mai, alors que la statistique du ministère de l'Éducation nationale dont j'ai fait état indique en outre, en ce qui concerne l'enseignement du second degré privé confessionnel, on compte 77 000 professeurs, soit un enseignement pour 12,6 élèves. Le ministre refuse de garantir la remploi pour tous les mâts, alors que dans l'enseignement public du deuxième degré, on dénombre à peu près partout un enseignant pour 35 élèves. Les mâts ne sont-ils pas en droit de demander aux dirigeants: que cherchez-vous avec votre proposition de grève du 28 avril que vous lancez, sans même nous indiquer ce que vous ferez après, sinon des grèves tournantes, disloquées durant tout le mois de mai? Cherchez-vous à nous faire attendre le 30 juin, alors qu'en n'ayant pu arracher la garantie de réemploi, nous attendrons le 15 septembre pour apprendre que, comme dans les années passées, un bon nombre d'entre nous seront envoyés au chômage? Avez-vous oublié le sort de notre collègue Boudouresque, mort au chômage, dont le suicide a défrayé les chroniques des journaux politiques et syndicaux pour quelques jours, pour retomber ensuite dans l'oubli le plus épais? Les MA, comme tous les jeunes, ne veulent pas devenir chômeurs. Ils refusent d'attendre. Ils refusent l'atermoiement. Aux questions posées par les actions décidées avant les vacances de Pâques, auxquelles les dirigeants au niveau national ne sont pas associés, auxquels nombreux furent les syndicats, au niveau des sections syndicales, au niveau des établissements et même des départements qui ont participé, les MA et avec eux les enseignants disent: c'est maintenant, c'est tout de suite que nous voulons arracher la garantie de réemploi. Au niveau des établissements, nous disons l'unité que nous avons réalisée le 16 mars
l'unité qui est la condition pour arracher la revendication. Nous la réaliserons à nouveau. Sur le chemin de l'unité, il y a des obstacles. Alors, les MA, des enseignants qui ont réalisé les comités pour l'unité, des comités d'unité, ont décidé à juste titre de réunir le 17 avril une assemblée nationale des délégués des comités d'unité. À cette assemblée nationale, ils ont proposé aux MA et aux enseignants, aux sections syndicales, aux syndicats à tous les niveaux, la marche sur Paris de tous les MA, de tous les enseignants. Alors se pose une nouvelle question. Si les dirigeants nationaux des syndicats prenaient dans l'unité la décision d'organiser cette marche sur Paris au ministère de tous les MA, de tous les enseignants, le ministre Aby pourrait-il ne pas satisfaire cette revendication du réemploi pour tous et bien d'autres revendications? Tous les enseignants, tous les MA se demandent, mais pourquoi les dirigeants nationaux ne prennent-ils pas cette décision? Et s'ils ne la prennent pas, il coule de source que M. Aby décidera, le 15 septembre, d'expédier un nouveau contingent de MA au chômage. Dans l'université syndicaliste, organe du SNES, il est dit, après une entrevue avec le ministre Aby, il n'est donc pas question de pouvoir alléger les effectifs des classes, ni d'augmenter le nombre d'élèves, de professeurs ou de postes au concours. Il y aura un problème de réemploi des maîtres auxiliaires, c'est-à-dire que comme l'an dernier, que 1000 à 1000, 2000 d'entre eux ne pourront retrouver un emploi. Dans l'état actuel des moyens dont je dispose, je ne peux donner la garantie du réemploi à tous les maîtres auxiliaires à la prochaine rentrée. Alors, camarades, faut-il attendre le 30 juin? Il faut tout de suite y aller dans tous les établissements du second degré, organiser pour réaliser l'unité, pour que les dirigeants réalisent l'unité, pour décider, parce qu'il s'agit de décider. Ces questions, tout le monde se les pose. Nous, militants de l'ECI, disons, en posant ces questions, en demandant aux dirigeants syndicaux de prendre les décisions qui s'imposent dans l'exercice des prérogatives qui sont les leurs. Faisons-nous, comme on le dit, œuvre anti-syndicale? Si tel était le cas, camarades, si les dirigeants nationaux ne prenaient pas la décision d'organiser la lutte unie qui s'impose, cela signifierait qu'on laisse à Aby, répétons-le, les mains libres pour licencier 2000 MA le 15 septembre. Il est impossible d'échapper à cette alternative. Ou bien, on réalise l'unité, on engage tout de suite la lutte unie jusqu'à ce que Aby cède à la revendication des MA, ou bien on laisse Aby expédier au chômage le 15 septembre 2000 MA. Et la voie la plus courte pour que Aby ait satisfaction, ce sont les grèves tournantes et disloquées. Eh camarades, il y a la sidérurgie. La concurrence internationale malmène les profits des magnats de l'acier. Les magnats du capital financier se sont adressés à leur gouvernement. Le gouvernement Giscard-Barre a décidé de leur octroyer 12 milliards de nouveaux francs, qui s'ajoutent aux dizaines et dizaines de milliards que les gouvernements bourgeois antérieurs l'ont octroyé. Cela pour établir un taux de profit que le capital financier estime naturel. Mais pour établir un taux de profit, cela ne suffit pas. Bien que les magnats du capital financier et de la sidérurgie contestent le marxisme, ils connaissent par expérience les lois du capital. Et les lois du capital disent, pour établir un taux de profit que les capitalistes jugent normal, parce qu'imposé par une situation économique donnée, il n'est qu'un moyen. Augmenter le taux de plus-value, c'est-à-dire diminuer la fraction du capital engagé dans les salaires. Alors, le gouvernement Giscard-Barre
et les magnats de la sidérurgie ont décidé un plan. 16 000 emplois, soit un peu plus du 10e des effectifs globaux à supprimer d'ici 1979, dont 12 500 en Lorraine, 5 000 dans les semaines qui viennent. La colère, la rage montent en Lorraine et dans le Nord. Tous les travailleurs de la sidérurgie de Thionville, toute la population laborieuse, tous les petits commerçants et artisans, 15 000 manifestent le 14 avril. Suivons, si vous le permettez, la marge des événements ensuite. Le 15 avril, les discussions se poursuivent entre les syndicats et le patronat. Ce même jour, à Gondanche, l'intersyndicale CGT, CFDT, FO et CFTC mettent au point la marche des sidérurgistes pour se rendre à Paris le 19 avril prochain à l'occasion du débat sur la sidérurgie à l'Assemblée nationale. À bord d'une cinquantaine de cars, environ 2500 ouvriers iront place des Invalides avant de se rendre devant le Palais Bourbon. Voilà ce qu'a décidé l'intersyndicale. 12 500 travailleurs de la sidérurgie en Lorraine sont menacés de chômage. Devant cette Assemblée nationale désavouée par le suffrage universel, un gouvernement représentant les intérêts des magnats de la sidérurgie, par la voix de M. Barre, va prendre la parole le 19 avril. 160 000 travailleurs de la sidérurgie n'attendent qu'une directive. Tous ensemble, le 19, à 160 000 devant l'Assemblée nationale. Il faut en finir. Les fédérations de la métallurgie, CGT, CFDT, CGC, Force ouvrière, CFTC, se rencontrent et décident le 15 avril d'amplifier leur action en envoyant des délégations de toutes les entreprises sidérurgiques le 19 avril. 160 000 travailleurs de la sidérurgie sont menacés. 16 000 directement par le chômage, 5 000 dans les semaines qui viennent. Une question se pose. Pourquoi n'y aurait-il pas lieu de convoquer à Paris, devant l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, le 19 avril, les 160 000 travailleurs de la sidérurgie? Pourquoi limiter l'action à une simple protestation émanant de délégation? Krasuki, secrétaire de la CGT, membre du bureau politique du PCF, va répondre. Krasuki, le 18 avril, accuse, camarades, le gouvernement de manquer à son devoir. Qu'est-ce à dire? Le devoir assigné par les magnats de la sidérurgie à leur gouvernement, le gouvernement Giscard-Barre pourrait-il y manquer? Le devoir assigné par les magnats de la sidérurgie et que le gouvernement Giscard-Barre respecte, n'est-il pas de licencier les 16 000 travailleurs? Peut-il en être autrement? Le 19 avril, les 3 à 4 000 travailleurs de la sidérurgie de Lorraine montent dans les cars. Nous ne nous contenterons pas de vaines promesses, déclare le délégué CGT. Ce débat ne devra pas être une simple assemblée d'information. Le Parlement devra prendre la décision de maintenir l'usine de Thionville en activité, ainsi que le potentiel économique de l'industrie sidérurgique, déclare le responsable de la CGT. 10 000 travailleurs annoncent la radio. 15 000, dit l'Humanité, sont aux Invalides. Il est 16h30, ce 19 avril. Il est 16h30. Monsieur Barre monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre son plan anti-ouvrier. Il est 16h30, ce 19 avril. Et les dirigeants décident de dissoudre la manifestation, contraignent les travailleurs à reprendre leur cas à l'Assemblée nationale. Tous les députés écouteront en silence M. Barre. Avec attention, dira la presse. M. Barre annonce le cadeau de 12 milliards aux magnats de la sidérurgie, l'implantation de plusieurs usines, Peugeot, Citroën, Renault,
Il demande au patron de la sidérurgie de revenir sur la décision de fermer le haut-fourneau de Thionville. André Alamy, secrétaire de la CGT, a écouté M. Barre. Il déclare: le pouvoir a dû tenir compte de la lutte engagée contre les licenciements en Lorraine et dans le Nord. La journée de mardi a donné une nouvelle dimension à la lutte. Le bureau politique du PCF se réunit le 20 avril. Il salue la lutte résolue des travailleurs de la sidérurgie qui a contraint le gouvernement à un premier recul à Thionville. Premier recul. Réunis en commission paritaire, syndicats et patronat, M. Ferry du CNPF, président du patron, précise: concernant le maintien en activité du haut-fourneau d'Usinor à Thionville demandé par le gouvernement, M. Ferry déclare: il s'agit d'un sursis de quelques mois, car il est impératif de trouver un débouché pour la fonte pour que cette activité se maintienne. Monsieur Ferry ne bouge pas d'un pouce. Il connaît les lois du capital. Il sait ce qui s'est passé à Lippe et à Grandin et ailleurs. Il connaît la valeur des victoires remportées à longueur de colonne de l'humanité par des dirigeants syndicaux. Il sait que c'est la même chose qu'on prépare à Thionville. Victoire. Mais posons, un jour après saluer cette victoire, la question aux dirigeants eux-mêmes qui ont exigé du Parlement qu'il décide. Ils sont revenus en Lorraine. Qu'ont-ils dit? Guyot, responsable de la CGT Lorraine, les vrais problèmes restent posés, car à aucun moment le gouvernement n'a mis en cause le plan acier des patrons de la sidérurgie. Le représentant de la CFDT, il n'y a rien de changé. Le représentant de Force ouvrière, on ne fait que déplacer le problème en annonçant que le haut-fourneau de Thionville ne sera pas fermé, à préciser. Le Force ouvrière qui va prendre la fonte de ce haut-fourneau? Enfin, le président régional de la CFTC Sidérurgie constate: M. Barre n'a pas annoncé d'autres mesures que celles qui étaient virtuellement connues depuis un certain nombre de semaines. Victoire! Après avoir dit victoire, les dirigeants de la CGT, les dirigeants du PCF sont obligés aujourd'hui, par la voix de leur représentant Lorraine, de dire: il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné, disent les syndicats lorrains qui sont réunis et qui ont adopté une résolution dans laquelle il est dit: à aucun moment le gouvernement n'a mis en cause le plan acier du patronat de la sidérurgie. Les 16 000 suppressions d'emplois en Lorraine ont été déjà annoncées. Ils attendaient beaucoup de leur déplacement, les sidérurgistes, à Paris, et du débat à l'Assemblée. Ils ont l'impression d'être revenus les mains vides. L'annonce du maintien probable en activité du haut-fourneau d'Usinor, Thionville, a été accueillie comme dérisoire face à la situation réelle. Comme l'indiquait un des responsables de la sidérurgie Lorraine, garder ce haut-fourneau est certes louable, car 350 personnes sur 12 500 conserveront leur emploi, mais le problème n'est pas réglé pour autant. On ne fait que le déplacer. Qui va prendre la fonte de ce haut-fourneau? Nous craignons fort que ce soit Sacy-Lors-Solac, et alors à Sacy-Lors-Solac, il y aura 350 suppressions d'emplois en plus. Victoire! Aucun des projets d'investissement annoncés par M. Barre à l'Assemblée nationale, qui paraît-il, aurait demandé à Peugeot, Citroën, Renault d'implanter en Lorraine, aucun de ces projets n'est même pas annoncé, n'est même pas décidé, n'est même pas mis en marche par les dirigeants de Peugeot, Renault et de Citroën. Qui trompe-t-on? Le gouvernement Giscard va? Les magnats à la sidérurgie? Certainement pas. Alors, pourquoi cette politique? L'unique but, l'unique objectif de tous les partis politiques n'est rien moins que de préserver les institutions que De Gaulle a imposées
après le coup d'État de 1958. Rappelons qu'en son temps, et particulièrement en 1962, la constitution gaulliste a été qualifiée par tous ceux qui se réclament du mouvement ouvrier démocratique comme une constitution antidémocratique. Georges Marchais rappelait récemment que les dirigeants du PCF avaient qualifié comme telle cette constitution. Il ajoute tout benoîtement les dirigeants du PCF et avec eux, les dirigeants de l'Union de la gauche s'engagent à respecter la constitution de la Ve République, qualifiée par ces mêmes dirigeants d'antidémocratique. Mon camarade Juste a signalé que Georges Marchais a discuté avec les patrons. J'ai cherché dans l'Humanité ce passage qui est signalé par les agences. Je vous le livre. Le leader communiste a précisé que les propositions du PCF sur les nationalisations, outre le crédit et les groupes prévus dans le programme commun, s'ajoutent la sidérurgie, le pétrole et Peugeot-Citroën, ne concernent que 15% de la population active et de la production, compte tenu de ce qui existe déjà dans le secteur public et nationalisé. Il vous reste donc, dit Marchais, 80% des travailleurs, a-t-il lancé en riant à son auditoire. La bonne blague, camarades, la bonne blague. 80%, 85% des travailleurs pourront continuer à être exploités par les patrons. 2 tiers des étudiants pourront être expulsés des universités. Des millions et des millions de chômeurs. La bonne blague, camarades. Il aurait pu ajouter, mais qu'avez-vous à craindre des nationalisations? Est-ce que les nationalisations chez Renault et ailleurs ont-ils modifié en quoi que ce soit les rapports entre le capital et le travail? Vous savez bien qu'on va vous indemniser. Vous savez bien que vous êtes représentés comme dans les banques, dans les conseils d'administration. C'est pas 85% des travailleurs que vous continuerez à exploiter. C'est 100%. Georges Marchais est pour le respect de la propriété privée. Georges Marchais est pour le respect de la propriété privée des moyens de production. Je demande, néanmoins, du point de vue de la démocratie, dont se réclament les dirigeants du PCF et du PS, comment peut-on légitimer, au nom de la démocratie, une constitution qualifiée comme antidémocratique? Comment fonder la démocratie et en même temps fouler aux pieds la démocratie en acceptant la constitution des démocratiques? Si l'on veut réellement la démocratie, ne faut-il pas exiger, combattre, réaliser l'unité pour la dissolution de l'Assemblée nationale, qui, du point de vue de la démocratie, dont se réclament les dirigeants du PCF et du PS, devrait être dissoute pour que soit respectée la souveraineté du peuple? Comment peut-on accepter, du point de vue de la souveraineté du peuple, de rester lié aux décisions et aux lois votées par cette Assemblée nationale désavouée jusqu'en mars 1978? Répétons-le, Marchais et Mitterrand prétendent parler au nom de la démocratie, mais en violation de la démocratie. Ils acceptent que l'Assemblée nationale décide, impose les mesures anti-ouvrières préparées par le gouvernement, en refusant d'accepter les conséquences découlant du respect de la souveraineté du peuple. Ils acceptent ce que, du point de vue de la démocratie, est considéré comme une oppression contre le peuple. Si Marchais et Mitterrand respectaient réellement les principes dont ils se réclament, ils doivent dire: ce n'est pas à Giscard, président de la République, de décider s'il y a lieu ou non de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Investi par une constitution antidémocratique, Giscard n'a aucun droit à gouverner. Le peuple souverain a tranché. Le suffrage universel a dit aux élections municipales: nous ne voulons plus du gouvernement, nous ne voulons plus de Giscard,
Nous ne voulons plus de l'Assemblée nationale. C'est un jugement sans appel. Nous, Mitterrand, Marchais, nous devrions dire, parce que nous sommes des démocrates, nous appelons les masses laborieuses à s'unir pour imposer la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà ce que devrait être la lutte pour la démocratie, non en parole mais en fait. Mais au lieu de faire cela, au lieu de s'attacher, il s'attache à faire, au lieu de s'attacher à faire avancer la démocratie, il cherche à s'entendre pour sauver les institutions. Voilà pourquoi ni Mitterrand ni Marchais ne lancent cet appel. Ils ne lancent pas cet appel. Et les conséquences en sont que le gouvernement Giscard-Barre peut imposer 1,5 million de chômeurs, la sélection des jeunes, le blocage des salaires, le plan acier de licenciement dans la sidérurgie, le refus des revendications. Ils ne lancent pas cet appel. Ils disent « Il faut attendre mars 1978 ». Mais s'il faut attendre mars 1978, il ne faut plus que les masses laborieuses, par leur propre mouvement, mettent en cause le gouvernement. Giscard-Barre et l'Assemblée nationale doivent être investis et continuer à être investis de gouverner ce pays. Alors il ne faut plus de lutte qui mette en cause le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et s'il faut attendre mars 1978, et s'il ne faut pas remettre en cause le gouvernement et l'Assemblée nationale, alors on organise des rêves tournantes et disloquées, des journées d'action, les sempiternelles semaines d'action sans lendemain et sans résultat. Madame Veil décide les plus graves mesures contre le droit à la santé. Alors, on organise le 21 avril une grande journée de lutte, avec débrayages et manifestations multiples et multipliées. Mais on évitera d'appeler tous les travailleurs à manifester le 26 avril à l'Assemblée nationale, le jour où M. Barre présentera son deuxième plan anti-ouvrier, incluant les attaques contre la sécurité sociale. Le 21 avril, un temps fort où à peu près personne n'a débrayé dans ce pays. Il sera suivi par un autre temps fort, le 28 avril, puis avec quelques autres manifestations, grèves tournantes, régionales, par académie, tout ce que vous voulez, et d'autres temps forts en mai. Puis, on espère arriver de temps fort en temps fort, on espère, arriver aux vacances. L'inflation continue, les salaires perdent de plus en plus de retard sur les plis, les masses sont réduits au chômage, les étudiants se verront imposer les examens sélectifs. Nous sommes au cœur du problème. De deux choses l'une, ou bien on impose aux travailleurs et aux jeunes d'attendre jusqu'à mars 1978, et alors on contraint les travailleurs et les jeunes à accepter les mesures anti-ouvrières décidées par le gouvernement, l'Assemblée nationale et les patrons. Ou bien on réalise réellement l'unité, le front unique, et alors, à partir du bureau, du chantier, de l'atelier, des écoles, des facultés, on organise des luttes réelles. Et alors on dit aux travailleurs, vos revendications sont justes, les patrons doivent céder, les directions doivent céder, le gouvernement doit céder. Et pour faire céder les patrons, voilà ce que nous, dirigeants, disons si nous voulons véritablement la satisfaction des revendications. Nous irons jusqu'au bout dans les luttes, nous réaliserons l'unité, et pour réaliser cette unité, nous appellerons les travailleurs à désigner leurs délégués, qui avec les organisations syndicales, dans des comités d'unité, dans des comités de préparation aux manifestations, dans les comités de préparation à la grève, dans les comités de grève, prendront en main la direction et le contrôle des luttes. Et pour sceller en un seul bloc l'unité des travailleurs et des organisations, les dirigeants, s'ils ne veulent pas que le gouvernement et les patrons imposent des mesures anti-ouvrières, convoqueraient en assemblée de délégués, les délégués des comités d'unité par catégorie, par branche et profession, des assemblées de délégués de comités d'unité, d'ateliers, de bureaux, de chantiers, des assemblées de délégués de comités d'unité, d'amphi et d'établissements d'enseignement. Et voilà ce que devraient faire les dirigeants. Et voilà ce qu'ils feraient
s'ils veulent véritablement éviter les licenciements dans la sidérurgie. On sait il y a 16 000 licenciements en prévision. Alors, est-il possible aujourd'hui de dire il faut organiser la manifestation des 160 000 travailleurs? Et pour organiser cette manifestation, nous proposons aux travailleurs de la sidérurgie de se rassembler par atelier, de désigner avec les représentants des syndicats leurs délégués pour constituer des comités de préparation à la manifestation au Palais Bourbon le 19 avril. Nous invitons tous les comités d'unité préparant la manifestation à se réunir ensemble et à mettre au point les revendications que, appuyés par la manifestation des 160 000 travailleurs, nous irons porter en délégation à l'Assemblée nationale. Nous exigeons à l'Assemblée nationale qu'il soit fait droit à nos revendications, pas un seul licenciement, maintien de l'activité pour tous, paiement intégral du salaire amputé par les jours chômés. Peut-on douter un seul instant que M. Barre et sa majorité céderaient à cette forme de lutte? Et s'ils refusaient, alors les 160 000 travailleurs, avec leurs organisations, pourraient vraiment dire et réaliser: disparaissez! Pour nous, c'est une question de travail. C'est de notre vie, de la survie qu'il s'agit. Pour nous, c'est une question de profit. Entre le travail et le profit, entre le capital et le travail, il faut choisir. Et si on choisit le travail, alors si on invoque la démocratie, il faut combattre et unir pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Si on choisit le capital, alors on déclare respecter la Constitution, avec elle les institutions vermoulues du gaullisme en crise, et l'on est amené à s'opposer à toute action efficace, sur quelque revendication que ce soit, parce que chaque capitaliste est uni avec tous les capitalistes, avec le gouvernement, pour faire respecter la Constitution actionnaire, pour que les institutions de la Ve République, qui se sont confondues avec les institutions de l'État bourgeois, soient respectées, car Constitution et institutions défendent les intérêts des capitalistes propriétaires des moyens de production. Il faut choisir entre le capital et le travail. Et les militants de l'OCI, eux, ils ont choisi. D'autres choisissent une autre voie. Et ces autres disent, avec Marchais, dans sa rencontre avec les patrons, le problème commun n'a rien de commun avec le socialisme. L'OCI est pour le socialisme. Et parce que l'OCI est pour le socialisme, elle a choisi, sans condition, de lutter pour le front unique ouvrier. Elle a choisi d'organiser travailleurs et jeunes dans tous les secteurs de l'économie, des établissements, de l'éducation nationale. Elle a choisi de réunir, d'organiser ces jeunes et travailleurs pour réaliser l'unité, pour réaliser des comités d'unité, des comités unitaires de base. Elle a choisi de lutter pour que les travailleurs puissent décider. Pour décider, il faut réaliser l'unité dans les comités des ouvriers, des délégués des ouvriers et des syndicats. Parce que le contrôle, c'est le pouvoir. Le contrôle, c'est le pouvoir. Il n'y a pas de contrôle sans pouvoir. Il n'y a pas de contrôle sans comité. Le pouvoir de la bourgeoisie, c'est le chômage. C'est le refus des revendications. Le pouvoir de la classe ouvrière, ce sont les comités ouvriers qui décident qu'il n'y aura pas de chômage. Ce sont les comités ouvriers qui décident l'expropriation des grands moyens de production. Alors, cette bataille de l'unité, c'est la bataille pour la construction du seul parti qui, en France, dit il faut l'unité, il faut réaliser l'unité, il faut cesser avec la collaboration de classe, il faut rompre l'alliance avec les partis des bourgeois radicaux, les gaullistes de gauche, de droite. Il faut cesser de faire attendre la classe ouvrière jusqu'en mars 1978. Il faut se battre et s'organiser. Alors nous disons, nous avons convoqué ce meeting. Il y a ici 4500 travailleurs et jeunes. C'est là, comme le disait le camarade Lacaze, un premier pas en avant. Et nous irons plus loin. Et nous allons nous organiser pour aller plus loin. Et dès demain, le 23 avril, nous allons nous organiser, les jeunes de l'AJS et de l'AER, dans des rencontres pour organiser, pour discuter, pour réaliser l'unité, pour dire nous aurons des examens loyaux, honnêtes, sans sélection numerus clausus. Et
et nous irons dimanche, les délégués des travailleurs, des jeunes qui ont organisé dans les usines, les chantiers, les facultés, et nous irons avec ces délégués nous réunir en conférence nationale ouvrière et jeunes, et nous dirons, nous allons discuter, nous allons voir les moyens de réalité, et nous déciderons. Certes, il y a les obstacles que rappelait mon camarade Juste. Certes, je sais déjà, partout, sur un ordre décidé d'en haut, à Toulouse ou au Par, on est en train de dire, le CI, qui est contre l'union de la gauche populaire, est un allié objectif du pouvoir. Nous avons connu, en 1936, ces calomnies des mêmes staliniens qui sont aujourd'hui prétendument déstalinisés. Nous avons connu, en 1945-46, ces mêmes calomnies. Nous n'avons pas plié. Nous ne plierons pas. Parce que... Nous savons que ce combat est le combat de la Commune de Paris, de cette commune et de ces dirigeants de la commune qui ne disaient pas aux patrons en riant d'accepter un programme commun ou un programme où 85% d'entre nous resteraient exploités. Nous savons que c'est le programme des soviets de 1917, c'est le programme de la Révolution mondiale. Et parce que nous le savons, et parce qu'aujourd'hui, la crise politique des institutions gaullistes arrive à son terme, et parce que la crise révolutionnaire pointe, nous allons appuyer la manifestation décidée par l'AJS, l'AER, le 14 mai, au mur des Fédérés, la Commune de Paris. La Commune de Paris, le drapeau du prolétariat français, le drapeau du prolétariat mondial, sans tache. C'est ce drapeau qui est celui de la 4e internationale. C'est ce drapeau qui est le drapeau de l'ECI. Notre combat sera semé d'embûches. Nous le savons bien. Notre route est précise. Elle est marquée. Entre le capital et le travail, nous avons choisi. Et nous savons que les travailleurs ont choisi. Nous ne reculerons pas. Nous vaincrons parce que le prolétariat doit vaincre, parce que le prolétariat doit sauver l'humanité, et par milliers, ce parti révolutionnaire pour assurer la victoire dans des batailles qui formeront et forgeront des cadres combattants qui seront des cadres d'acier, remporteront pour la classe ouvrière, aideront la classe ouvrière à remporter la victoire sur le capitalisme. Vive la révolution prolétarienne, vive la révolution mondiale, vive la 4e internationale. Camarades, pour conclure ce meeting, je voudrais dire, sans exagération aucune, avec certitude, cette salle aujourd'hui le prouve, l'activité politique de notre organisation le prouve, le 21e congrès de l'ECI a eu raison de se fixer les objectifs politiques ambitieux qu'il s'est fixés en matière de recrutement, d'activité sur tous les terrains du combat de la lutte des classes. 4500 militants, travailleurs jeunes rassemblés à l'appel de l'ECI pour la reconstruction de la 4e internationale aujourd'hui, dans ce pays, au moment où la France va basculer, au moment où l'Europe va basculer, c'est un signe politique de la plus haute importance. Camarades, les sceptiques diront 4500, c'est peu. Léon Trotsky, dont on parlait tout à l'heure en 1936, répondait déjà très clairement à cette question. Laissons les pédants et les sceptiques hausser les épaules au sujet des petites organisations qui publient de petits journaux et lancent des défis au monde entier. Les révolutionnaires sérieux passeront à côté d'eux avec mépris. La révolution d'octobre avait elle aussi commencé à marcher dans les souliers d'enfants. Camarades, nous pouvons dire avec certitude
que si nous avons commencé à marcher dans les souliers d'enfants, la révolution prolétarienne, la construction du parti révolutionnaire aujourd'hui dans ce pays est engagée. Nous sommes certains, parce que comme l'ont dit les camarades Juste et Lambert tout à l'heure, nous nous appuyons sur le mouvement du prolétariat, qui lui ne peut se laisser griser par les discours. Aujourd'hui, ils se ligueront, les appareils, les dirigeants, avec la bourgeoisie, tous ces partis, pour éviter, pour tenter d'empêcher que la situation se défasse, mais ils n'y peuvent rien. La réalité de l'exploitation capitaliste a la tête dure. Les Cars de Lorraine ont été empêchés d'aller à l'Assemblée nationale. Ils sont rentrés en Lorraine. Les 19 000 licenciements demeurent. La classe ouvrière est portée vers les comités de grève, vers les conseils. Elle doit affronter le capitalisme, exproprier le capital, elle le fera. Camarades, il faut dans ce combat construire, pour aider les masses à lever les obstacles, une organisation politique solide, comme le disait le camarade Lambert, avec des cadres d'acier éprouvés dans le combat de classe et la lutte de classe. Camarades, ce mouvement est engagé. Un comité de grève aujourd'hui s'est adressé à l'organisation communiste internationaliste. Dans un secteur ouvrier de la sécurité sociale, ces ouvriers ont constitué un comité avec leurs organisations syndicales. Ils ont réalisé l'unité des travailleurs et des syndicats. Ils ont décidé de se combattre jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ils ont lancé un appel à l'OCI pour avoir un soutien financier à leur grève. L'OCI répond présente. Elle apportera son soutien à cette grève et à ce comité de grève qui trace et qui marque clairement la voie que la classe ouvrière de ce pays empruntera. Et en même temps, l'OCI, pour jouer son rôle, la tâche que lui donne la situation politique aujourd'hui, combattra pour se donner les moyens politiques, les moyens d'organisation, pour faire plus encore que ce meeting, pour dans la période qui s'ouvre, gagner des milliers de nouveaux militants trotskistes à la 4e internationale pour la victoire de la révolution prolétarienne. Nous sommes sûrs que nous réussirons, camarades, et nous ne nous payons jamais de mots. Nous avons appris dans l'histoire de la lutte des classes à apprécier les situations avec le froid réalisme des militants révolutionnaires. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, nous réussirons, c'est une certitude, camarades. La situation le veut et nous avons accumulé politiquement une expérience qui aujourd'hui nous permet de dire, oui, nous sommes en train de passer, oui, nous réussirons la construction du parti révolutionnaire dans ce pays. Camarades, je vous appelle, soutenez massivement la 4e internationale. Soutenez financièrement l'OCI, rejoignez les rangs de la 4e internationale, discutez dans vos entreprises et combattez pour faire rejoindre les rangs de la 4e internationale. Nous sommes sûrs aujourd'hui que nous gagnerons. Camarades, je pense que sur ces mots, nous pouvons conclure le meeting en en tenant l'international.